Je vous demande d'accueillir Emmanuel Grégoire. Bonjour à tous. Emmanuel Grégoire, vous êtes député de Paris, socialiste, candidat à la mairie de Paris pour le Parti socialiste. 3 personnes vont se succéder, ils vont vous poser une question. Moustapha, Aniela et Lawari. Je m'appelle Aniela Lamnawar, j'ai 25 ans et moi je vais vous parler de la protection de l'enfance parce que j'ai été placée de mes 2 ans à mes 19 ans et demi. Et demi parce que j'ai eu jusqu'à mes 19 ans et demi un contrat jeune majeur sur lequel on pourra reparler. Je suis récemment diplômée de Sciences Po Paris et ça va être un peu autour de cette question-là aussi que je vais prendre la parole. Aujourd'hui, c'est que 10% des jeunes qui sont diplômés, qui sont dans les études supérieures, et c'est encore moins en grandes écoles, comme on dit aujourd'hui. La réalité, c'est que c'est 77... quand on a un père qui vient de Sciences Po, on a 77% de chances de plus d'intégrer également cette école. Paris, c'est quand même un lieu où on a énormément de grandes écoles et de masters et de diplômes prestigieux. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. 1%, c'est vraiment un sondage à la marge, parce qu'en réalité, les données elles sont très faibles sur la protection de l'enfance. Et les freins, ils sont multifactoriels. On a déjà la question de la jeunesse, des jeunesses même, qui est en extrême souffrance, autant sur la question de la santé mentale que de la précarité. Mais quand on vient de la protection de l'enfance, c'est encore plus dur. Donc, quelles sont vos mesures, notamment pour favoriser l'insertion ? Les études supérieures, c'est pas forcément le rêve de tout le monde, mais en tout cas, la volonté, la possibilité d'avoir le choix dans ces études, ça c'est quelque chose qui est commun à toutes et tous. Les réponses, elles existent. On a pléthore de rapports, notamment de la commission d'enquête d'avril dernier, sur lesquels on a été beaucoup à travailler et à s'investir. Sur le bénévolat, beaucoup. Donc on est un peu fatigué aussi des rapports et on a un peu besoin de solutions. Beaucoup besoin de solutions en réalité. À titre d'exemple, je suis la 3e génération, c'est-à-dire que ma mère est passée par la protection de l'enfance et ma grand-mère également. On sent qu'il y a vraiment un problème sur la prévention spécialisée et à Paris, c'est une des fragilités. Enfin, sur la question des jeunes majeurs, les vulnérabilités, elles sont nombreuses. Sur la question du handicap, 15% des jeunes de la protection de l'enfance sont en situation de handicap et ça ne s'arrête pas à la majorité malheureusement. La question de la santé aussi et de manière générale de l'accès aux droits. Aujourd'hui, on a trop d'aides qui sont conditionnées à une situation d'extrême urgence ou de précarité. En amont, il faut attendre d'être endetté ou en impayé pour avoir droit à ces aides-là. Quand est-ce qu'on va réellement être dans des politiques durables ? Enfin, nous plaidons depuis de nombreuses années, les anciens enfants placés beaucoup, sur un accompagnement jusqu'à 25 ans, parce que tous les rapports le montrent, notamment sur les jeunes de manière globale. La décohabitation se fait de plus en plus tard, et nous, multi-traumatisés, en difficulté, on nous demande d'être autonomes, de savoir faire des fiches d'imposition. Je ne sais pas qui dans la salle sait vraiment faire des fiches d'imposition à 18 ans, mais je vous lance au défi, surtout quand vous n'êtes pas dans les cases. On aimerait bien avoir votre avis et au mieux votre soutien. Merci beaucoup de votre témoignage. Vous avez abordé énormément de sujets en réalité, mais je vais me plier à l'exercice. D'abord, sur la protection de l'enfance, pour plein de raisons, c'est un sujet qui m'engage depuis très longtemps. La situation ne va pas du tout. Je connais très bien l'ASE, c'est à la fois un service public pour lequel j'ai une admiration immense. Pour donner une anecdote, je passe tous mes réveillons dans un foyer de l'ASE depuis 10 ans. Voilà. C'est un service public qui me touche, mais qui a des résultats qui ne sont pas à la hauteur, évidemment, des moyens qu'on y met sans doute, mais pas à la hauteur de ce que nous devrions. C'est quasiment une personne sans domicile fixe a connu un parcours de souffrance et passé par l'ASE. Il y a une rupture à la majorité, vous la connaissez, qui est très faiblement palliée par les contrats jeunes majeurs. Je n'aime pas l'expression contrat de jeunes majeurs, parce que rien de ce qui lie le jeune à l'institution ne relève du contrat en réalité, mais c'est un dispositif qui a quand même ses résultats et qui est une forme de promesse. Deuxième sujet que vous avez évoqué, il est en lien parce que vous l'illustrez à travers le parcours et je vous félicite encore de vous être arraché aussi difficilement, tant de jeunes malheureusement ne le peuvent pas, c'est le sujet de l'accès aux études supérieures et dans le caractère très discriminant par l'argent. Avec Paris, à cette ambiguïté,
pour ceux qui sont originaires de Paris, d'être à la fois une grande ville universitaire qui peut permettre à certains de rester en cohabitation parentale, on va dire, assez longtemps. De plus en plus tard, vous l'avez dit, mais c'est quand même une chance parce que l'accès au logement est évidemment l'un des sujets les plus difficiles dans une sous-offre structurelle du logement, ce qu'on appelle le logement social étudiant, c'est-à-dire les logements sociaux opérés par les Crous, sur lequel il y a évidemment des manques quantitatifs. Je porte comme parlementaire la réforme des bourses qui est attendue depuis très longtemps. D'abord parce qu'elles ne sont pas assez élevées et deuxièmement parce que leur conception même en exclut des gens qui, même s'ils sont en rupture familiale, ne peuvent prétendre au système de bourse parce que leurs parents gagnent de l'argent. Et dans lequel notre pays connaît une dégradation d'accès à l'enseignement supérieur de plus en plus marquée par la condition sociale d'origine, alors que la seconde moitié du XXe siècle avait été marquée plutôt par des progrès en la matière. Il est aujourd'hui plus compliqué pour un fils d'ouvrier de faire des études supérieures, statistiquement, que ce n'était le cas il y a encore 25 ans. La situation du logement est critique pour tout le monde, mais elle est notamment en particulier pour les étudiants et les jeunes actifs. Vous avez parlé de l'accès au droit. Je souhaite faire un grand big bang de simplification de l'accès au droit. Pourquoi ? Parce que c'est illisible. Quand vous cumulez les maisons de la justice et du droit, les points d'accès au droit, les permanences d'avocats, les services sociaux, y compris des compétences communales ou départementales, les points d'information, médiation, multiservices, c'est un portefeuille de guichets différents dans lequel les gens essayent d'aller trouver de l'aide. Et je trouve ça particulièrement illisible. Et donc, c'est l'une des propositions que j'ai faites, qui est très articulée autour de mon expérience avec les fameux points d'information médiation multiservices, les PIMS, c'est-à-dire de proposer un guichet universel. Vous venez avec un problème, on vous le règle, et dont la compétence ne se limiterait pas à la commune et au département. Vous savez qu'on a fait un guichet unique à Paris. Ça a plutôt été une grande avancée, notamment pour lutter contre les faibles recours d'un certain nombre d'aides sociales. Simplifier la vie des gens, en particulier les publics vulnérables, ont besoin d'être accompagnés et notamment qui ont besoin d'intermédiation numérique. Peut-être finir par une phrase. La ville de Paris verse près de 400 millions d'euros d'aides paralégales. Ce sont des aides sociales, sans doute imparfaites, mais 400 millions d'euros au-delà des compétences obligatoires en matière d'aide. C'est parce que nous sommes une ville de gauche. Et si nous ne sommes plus une ville de gauche, ça n'existera plus ainsi. Ce que je veux dire, c'est qu'en mars 2026 va se jouer une bataille politique centrale de valeurs dans lequel la clé d'entrée, c'est soit celui de la bouillie intellectuelle sur les économies et la gabegie, soit celui de la solidarité et du soutien aux plus fragiles de notre ville en particulier. Et je suis très fier de porter cet héritage et je l'espère cet avenir. Merci beaucoup pour vos réponses à Aliéna. Maintenant, je vous propose de passer la parole à Mustapha. Voilà, je suis Mustapha, je suis retraité âgé de 75 ans. Tout au long de ma vie, j'étais actif dans les mouvements associatifs de toutes sortes. Le mot qui vient, j'allais faire une phrase, mais c'est ce mot qui vient à ma tête, c'est éducation. Donc à tous les moments de la vie, et l'éducation sous toutes ses formes est une nécessité vitale. Si l'on veut que la société s'épanouisse, il y a de gros problèmes dans les effectifs et les moyens financiers, témoins d'une absence de véritable volonté politique. Ma femme, mes 3 enfants et moi-même, on a goûté à la vie de SDF. Ça m'a touché. Foyer et logement insalubres, inadaptés. Pour qu'il y ait une vie, je suis un peu ému, pour qu'il y ait une vie à peu près décente et qu'il y ait un peu moins de besoin de l'ASE, il faudrait donner aux gens le minimum pour qu'ils construisent une famille, le terreau, pour faire s'épanouir la génération d'après. Là, je ne lis pas le texte, je dis ce que je pense. Premièrement, précarité de l'emploi, logement incorrect, au moins, et des enfants qui ne sont pas suivis, ça amène toutes les difficultés d'ordre de santé, de comportement, de progression et de qualité pour l'ensemble de la cité. J'ai une question, vous y répondrez certainement. Quel est le taux de logement social à Paris? Quel est le besoin? Merci beaucoup, je crois que je vais arrêter là. Merci. Mustapha. Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il est évidemment très, très poignant. Et le parcours de vie qui est le vôtre et que vous avez évoqué renvoie à une réalité dramatique qui est celle de la situation du logement en général et du sans-abrisme comme conséquence en particulier dans un phénomène qui, vous le savez, s'est aggravé ces dernières années. On a une vision un peu plus claire de ce qui se passe grâce à la Nuit de la Solidarité. Beaucoup d'acteurs ici nous ont aidés à monter cette opération.
Nous avons grosso modo à peu près entre 3000 et 3500 personnes sans domicile fixe, avec de nombreux enfants, avec de nombreuses familles. Je défendrai ce jeudi matin à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour notamment la question spécifique de l'hébergement des jeunes en recours de reconnaissance de minorité devant le tribunal des enfants, parce que la réalité, je vais le dénoncer ainsi, c'est que pour ne pas prendre le risque d'héberger des adultes, ils acceptent de faire dormir des enfants à la rue. Sans-abrisme, je veux être très clair là-dessus, ce n'est pas la compétence de la ville, c'est la compétence de l'État, mais nous prendrons nos responsabilités. Vous le savez, nous allons bien au-delà de ce que nous impose la loi. Je veux vous dire, le moment même où nous parlons, plus de 800 personnes sont hébergées dans des gymnases de la ville de Paris comme palliatif, certes extrêmement peu convaincant, mais tout de même infiniment mieux que de dormir dans la rue. Nous irons beaucoup plus loin. Je l'ai déjà annoncé. La lutte contre le sans-abrisme sera une priorité absolue. Je passe la parole à Lawari. Bonjour tout le monde, monsieur Grégoire, bonjour. Moi c'est Lawari, je suis un ancien précaire, j'ai vécu en alternance en coloc ou dans la rue, quoi, un peu. Je suis pratiquement sorti de cette situation administrative, quoi, parce que j'avais un problème. Moi je viens de Metz, et à Metz ils m'ont envoyé à Paris, comme je vivais à Paris, j'avais pas de domiciliation. Et c'est ça le problème qui m'est arrivé. Et maintenant, je participe avec différentes associations, comme au Captif de la Libération, comme Addiction France. Je fais des séminaires. Enfin, je leur donne mon expérience, quoi, de précaire. Les gens qui veulent sortir la tête de l'eau, là, ça devient très compliqué, quoi, parce que les droits élémentaires sont quand même complètement bafoués. C'est violent, quoi. Quand on tombe contre un mur, c'est très compliqué. Quand on n'a pas de domiciliation, voilà. Bah, moi, je me suis débrouillé comme je pouvais. J'avais quelques petits réseaux dont je travaillais au noir. Mais quand on travaille au noir, on ne cotise pas, on ne peut pas louer un appart, on ne peut rien faire. Et je voulais vous demander comment faire pour assurer la domiciliation de personnes sans domicile. Merci à vous. Là aussi, plusieurs thèmes. J'en ai évoqué certains, mais ça me permet de les approfondir. D'abord, je voudrais revenir sur le sujet du logement, parce que j'ai oublié de mentionner une chose. Vous avez parlé du problème de la caution, qui est essentiel, c'est qu'à Paris, on a créé un truc qui s'appelait le louer solidaire. Le louer solidaire, c'est une garantie des propriétaires. Ça ne marche pas très bien et peu sont volontaires, notamment parce que l'une des conditions, c'est qu'ils acceptent de louer un peu moins cher leurs biens. Sauf que comme à Paris, c'est pas très compliqué de louer, de louer son bien, ça marche bien. Et on a proposé de créer un bail citoyen. Le bail citoyen, c'est l'inverse. C'est un outil de certification qui est en fait de sécuriser le locataire. C'est le locataire qui fait valider son dossier de façon à rassurer le propriétaire sur la solvabilité. Ça ne résout pas tout, pour être très franc, parce que ça répond en gros aux situations confortables. Ça ne répond pas au sujet de la précarité, c'est pas le même, mais il faut essayer d'embrasser tout pour trouver des solutions. Vous avez évoqué le sujet de l'accès au droit. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est trop complexe. Et parfois, on est renvoyé de guichet en guichet. Moi, je trouve que déjà, à Paris, on a un avantage, c'est ces fameux guichets que nous avons mis en œuvre cette mandature, les guichets communs. Les Parisiens l'oublient, mais à l'aune des compétences du Centre d'action sociale d'un côté, du CCAS et du département. Ce qui fait qu'on a un guichet dans lequel il y a les aides communales et, par exemple, pour les bénéficiaires du RSA qui relèvent, lui, du département, il y a des villes où il faut aller dans la commune et ensuite au guichet du département. Nous, on a simplifié ça. Et nous avons, à Paris, on a un truc qui s'appelle Paris Domiciliation, hein, il y a 100 000 personnes qui sont enregistrés à Paris Domiciliation. C'est énorme. C'est quoi? C'est un service, quand vous n'avez pas d'adresse fixe, quand vous avez des aléas de la vie, etc., qui est en gros une boîte aux lettres administrative. Et on a plus de 100 000 usagers qui sont inscrits à cela. À tel point d'ailleurs que ça marche tellement à Paris que beaucoup de gens viennent à Paris plutôt que de s'enregistrer partout ailleurs en France ou en Ile-de-France, alors qu'il leur serait sans doute plus commode du point de vue de leur vie personnelle de se faire enregistrer chez eux. On a cet écosystème associatif, parce qu'on croit beaucoup aux associations pour le porter, qui vont des bagageries aux accompagnements qui peuvent être faits en matière d'insertion notamment. On a notre réseau de bains-douches pour les très précaires. Là aussi, c'est unique. Il y a beaucoup de villes à l'extérieur de Paris, et je le souhaite ardemment, qui veulent aussi développer ça dans leur commune. En particulier, j'y travaille avec des villes de Seine-Saint-Denis. Bref, à Paris, on a un écosystème qui est hyper favorable, mais dans lequel je pense qu'il y a encore un effort à faire en matière de simplification et de qualité d'accompagnement pour aider les gens à s'en sortir, parce qu'il y a des gens qui sont frappés par de la très grande précarité, mais il y a aussi tous les aléas de la vie qui peuvent faire basculer parce qu'on est malade et qu'on perd son emploi. Parfois, c'est une simple séparation de couple et l'un des deux peut tomber dans la précarité parce qu'il quitte l'appartement mais il n'a pas les moyens d'en retrouver un tout seul. Et donc, notre ambition,
Et je ne vais pas être beaucoup plus précis là-dessus, mais notre ambition, c'est d'avoir une politique structurante pour l'accompagnement des plus fragiles. Et je pense en particulier à la mission qui est la nôtre, qui est celle qui se tourne très directement vers les enfants. La question scolaire est centrale, d'où l'importance de nos investissements sur l'école publique et la centralité que nous voulons donner à l'école publique et aux moyens dont elle disposera. Deuxièmement, au soutien en matière d'accès sur les questions de santé publique et environnementale, avec un prisme évidemment particulier sur la santé mentale, qui est un sujet absolument majeur. Il l'est à tous les âges de la vie, mais il l'est en particulier pour les plus jeunes. Nous inaugurons un projet, par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais rue du docteur Arnold Netter, dans le 12e, qui est un projet porté par le docteur Gréco, qui sera un grand centre de santé et de rencontres destinés notamment aux bilans transversaux de santé, psychologique, d'accompagnement des enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Bref, nous avons un écosystème extrêmement solide, extrêmement riche. Il faut améliorer plein de choses. Il y a encore 1000 choses à faire et je n'aurai pas le temps de les citer ici. Malheureusement, non. Mais on va pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir continuer à faire de Paris une ville de mixité sociale, de diversité, une ville qui fait sa singularité quasiment dans le monde entier, qui est aussi une marque de son histoire et de ses valeurs. On est très fiers de ça et c'est le projet de société qu'on veut construire. Il y a un Paris pour tous. Nous aimons cette ville infiniment. Chacun doit pouvoir y trouver sa place et en particulier ses enfants. Donc en tout cas, on est très motivés pour le porter avec beaucoup d'ambition. Un grand merci Manuel Grégoire d'avoir accepté de participer.